Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Il y a quelques jours, on a reçu Elie Semoun, quelques semaines maintenant ici, qui avait parlé de son histoire à l'époque avec Dieudonné, de son duo Elie et Diodo. Suite à cette émission, le lendemain, on a reçu un message de l'agent de Dieudonné pour demander un droit de réponse. Alors qu'est-ce que c'est qu'un droit de réponse, si vous ne connaissez pas? Les médias sont obligés de répondre à ces demandes si une personne visée veut réagir et contredire des propos susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation. C'est ce que vous avez fait. Bonjour. Bonjour. On se vous voit, on se tutoie? On peut se tutoyer, Guillaume. C'est un droit de réponse. Donc, quand on parle de vous, en fait, sur un média, vous avez le droit de venir pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ouais. Donc, on va prendre les extraits et tu vas réagir. Comme ça, tu as le droit de réagir. Okay. C'est le principe. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur un plateau. Ça fait un bout de temps. Ouais. Alors, je suis sur scène. Moi, j'ai passé la plupart de mon temps à faire rire la France, et je continue. Hein. Mais c'est vrai que j'avais pris mes distances avec le monde des médias mainstream. J'étais dans ma bulle pendant une vingtaine d'années. Est-ce que tu l'as voulu à un moment donné? Ouais, puis je trouvais que c'était bien pour ma création, puis j'offrais comme ça au public une autre façon de voir le monde, quoi. Moi, je connaissais pas trop ton histoire. Du coup, on l'a préparé avec l'équipe pour essayer de comprendre. Et c'est ce que je disais, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était beaucoup de travail, parce que tu as eu beaucoup de condamnations. Oui, d'ailleurs, j'ai un bracelet électronique. Qui marche en ce moment? Oui, il marche. Alors là, je suis en suspension, pas en suspension de peine, mais en modification du timing, quoi. Et donc, je peux être là. Mais il faudra que je me casse à un moment donné pour... Ah mais t'es obligé de rentrer après? Ouais, c'est ça. Pour que ça sonne pas. Pour que ça sonne pas. Ouais. Sinon, tu retournes en prison, en gros, c'est ça? Si tu respectes pas... Voilà, si c'est ça. Alors, je vais en prison, parce que je n'y suis pas allé. Et donc, à ce moment-là, je serai à la prison d'Orléans. Vous pourrez m'amener des oranges, si vous voulez. Comment tu as vu l'émission avec Elie? On te l'a envoyé? Tu l'as regardé? En fait, on m'a envoyé. En règle générale, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça va vite. Et dès qu'il y a des images comme ça qui parlent de moi, dans ma propre bulle, dans mon propre écosystème, on va dire, donc ça arrive. Je dis, oh, Elie qui reparle de moi. Elie, qu'est-ce qui t'arrive encore? Alors on sait, au téléphone, de temps en temps, on se parle. Puis, vous parlez toujours, ouais. De temps en temps, moins depuis un an. Et là, je l'ai vu encore se déverser, jouer sa victime, plus ou moins pleurnicher, comme quoi il y avait tout un tas de choses. Donc je trouvais ça normal de pouvoir lui répondre. C'est-à-dire qu'on était un duo fantastique. On avait du succès, on avait l'avenir devant nous, on avait une autoroute devant nous. On aurait pu amener plein de choses. On était le symbole de l'antiracisme par excellence. Et il a tout pété. Il est allé à l'opposé. Il a fréquenté des gens infréquentables. Il a dit des choses qu'on peut même pas entendre. Si vous vous rappelez pas de ce duo, Elie et Diodo, parce que dans notre équipe, tu as vu, il y a plein de gens de tous les âges, et des jeunes aussi. Et en fait, il y en a plein qui ne connaissaient pas. Je pense que ça doit t'arriver, tu dois croiser des gens qui ne connaissent pas ton époque du duo. Pas du tout, il y en a plein qui ne connaissent pas. Ça fait, j'ai commencé à 20 ans, j'en ai 58. Tu te rends compte, ça fait presque 38 ans. On a commencé avec Elie, on s'est arrêté, on avait 30 ans. Donc ça fait quand même du temps, 28 ans. Parce que c'était un personnage sulfureux, genre on voit des condamnations, les articles, tout ce qu'on a cherché. Il y avait beaucoup de négatifs, de condamnations, mais tu cherches aussi, en travaillant un peu, on voit que tu l'as cherché. Tu sais, Mandela, il a fait 27 ans de prison. Tu vois, tu t'aperçois que ce qui est négatif devient positif. Il suffit de regarder un petit peu, d'attendre un peu, tu vois. Alors certains pensent que j'étais un peu en avance sur mon époque et que j'avais développé des thèmes qui aujourd'hui sont dans l'actualité. Bon, voilà. Moi, j'ai fait mon travail d'humoriste, je crois. Tu sais que tu as déconné sur certains trucs, on en parlera après, mais tu le dis toi-même. Oui, bien sûr. Si j'ai pu blesser des gens au travers de mon travail, si j'ai pu en choquer, en heurter certains, sincèrement, je leur ai demandé pardon, parce que c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de faire rire. Donc, si j'ai raté ça, tant pis. Tant pis, je leur demande pardon à ces gens-là. Et puis, par contre, si j'en ai choqué d'autres qui étaient moins bien intentionnés, moins bienveillants qu'ils le prétendent, ça fait partie du jeu. On est dans un pays où il y a une liberté d'expression. Mais bon, moi, j'ai fait cette démarche de demande de pardon, parce que même si beaucoup de gens n'étaient pas sincères en face, je croyais que c'était important. Puis en tant que chrétien, le pardon est au centre de quelque chose qui pourrait ressembler à quelque chose d'essentiel pour moi. Demander pardon, pardonner, ça me paraît aujourd'hui dans l'époque qu'on traverse, je crois que ce sont des vertus qui me paraissent essentielles. On essaie de recevoir tout le monde ici. La preuve d'ailleurs, je pense que en commentaire, sous la vidéo d'Elie, il disait « mais pourquoi vous n'invitez pas Diodo pour répondre, etc. » Non mais c'est juste pour expliquer aussi à vous tous, chez vous, que
il y a des gens, parfois, que vous n'allez pas aimer. Parfois, on reçoit un braqueur. Vous allez me dire, mais attends, comment tu donnes la parole, etc. Mais c'est aussi pour comprendre chaque être humain. Je pense qu'il faut l'écouter. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Chacun a son opinion, mais c'est important de ne pas couper, je pense, les ponts. C'est rare d'être d'accord avec tout le monde, d'ailleurs. Mais moi, Ou alors, quand on c'est pas m'invite... vrai, c'est pas sain. C'est ça. C'est pas honnête. C'est ça. Mais moi, quand on m'invite, on est obligé de le préciser. Alors que, de manière générale, toutes les personnes que tu as invitées, tu n'étais pas d'accord avec tout ce qu'ils disaient, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je suis tellement sulfureux, je suis tellement à l'épouvantail au milieu du champ, qu'on est obligé de prendre une petite distance. Mais je ne te le reproche pas. Je dirais même que c'est un instinct de survie. Parce que j'ai été vraiment on va dire, très infréquentable à un moment donné. J'ai bossé sur les sujets. Tu vas essayer de les expliquer honnêtement. On s'est téléphoné après avec ton équipe et tu m'as dit, mais moi je suis dans la transmission, j'ai 58 ans, j'ai envie, je crois que c'est un truc comme ça que tu m'as dit, j'ai envie de... À l'époque c'était drôle parce qu'on était un peu les seuls à faire les cons. Aujourd'hui c'est tellement morose à l'extérieur, finalement j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de demander pardon aux gens, j'ai envie de... c'est dans cette démarche-là que tu viens aussi aujourd'hui. Complètement. Dans cette démarche de pardon, il est clair que moi ça m'a libéré, cette demande de pardon. Ça m'a libéré d'une confrontation. Je ne suis plus en confrontation avec qui que ce soit. Il y a encore des gens qui sont en confrontation avec moi, qui ont du mal à me demander pardon. Parce que maintenant, effectivement, il y a pas mal de gens qui devraient me demander pardon. Mais on ne peut pas les forcer, c'est une démarche personnelle. Moi, je ne peux que les inciter à le faire parce que ça libère. Et aujourd'hui, je suis apaisé. C'est sincère quand tu demandes pardon? J'ai vu que tu avais demandé pardon déjà dans des journaux, dont un israélien, je crois. On y reviendra après, mais c'est souvent le cas où tu disais après, tiens, c'est des excuses, et puis après, finalement, c'était pas très sincère. T'es comment aujourd'hui? Qui va nous dire qui est sincère et qui ne l'est pas? Toi. C'est ça. Alors moi, je peux dire que je suis sincère dans ma démarche. Je vous ai dit que j'étais chrétien, que le pardon est au centre de la foi chrétienne. Demander pardon, ouais. Demander pardon et pardonner. C'est l'enseignement principal, selon moi. Il est important s'il est honnête. Alors, voilà. C'est-à-dire, mais qui définit ce qui est honnête et qui ne l'est pas? Non, mais s'il est demandé avec honnêteté. Voilà, c'est ça. Moi, sincèrement, si j'ai blessé des gens, je leur demande pardon parce que, de toute façon, lorsqu'on est un humoriste, on ne peut pas durer longtemps si on est dans une haine pure, quoi. Si on joue avec des sentiments xénophobes, des choses comme ça, pour démontrer la bêtise de la xénophobie et du racisme, bon, ça peut être drôle. Et on l'a fait d'ailleurs à l'époque avec Elie, et je l'ai fait. Maintenant, si c'est mal perçu, c'est important pour moi de s'excuser, de demander pardon. Mais l'humour a changé aussi. La façon de s'exprimer, la façon de vivre même entre les hommes et les femmes, tout a changé. Par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, etc., ça c'est vachement... Le rire, il a évolué, le champ d'expression a rétréci. Je pense que l'époque est compliquée. Il y a eu aussi les virus, là. On dit les virus, puisqu'il y a plusieurs variants. Il y a eu la guerre. Là, il y a la guerre partout. C'est sûr que on a une jeunesse aujourd'hui qui va pas très fort, parce que entre le confinement, les périodes, et puis une adolescence dans un monde compliqué. Moi, j'ai 7 enfants, donc je le vois. C'est un monde étrange. Alors, quand on vieillit, on se dit toujours, putain, c'était mieux quand j'étais jeune, mais là, c'est vraiment, ça a pris une claque. On a vraiment changé complètement, on a basculé dans un monde étonnant. On va reparler après de tout ça et des lycées Moon, là, pour ton droit de réponse. Ouais. Est-ce que tu as fait des choix qu'aujourd'hui tu regrettes? Est-ce qu'il y a des trucs, c'est important de comprendre. Est-ce que tu t'es dit, tiens, j'aurais peut-être pas dû aller si loin à cet endroit-là, j'aurais peut-être, pour rester en accord avec tes valeurs, qui sont les tiennes, chacun les siennes, mais continuer de pas te mettre en retrait tout seul? Si j'ai blessé, encore une fois, vraiment, c'était pas l'objectif. Donc ça, je ne peux que le regretter d'avoir blessé des gens. Mais j'ai fait rire avec des tabous. L'essentiel de mes problèmes venait du fait que je trouvais qu'il y avait une hiérarchisation des souffrances, une compétition victimaire. Et ça me faisait marrer. Et je trouvais ça risible. Je veux dire, on a bienvenue au club. À chaque fois, j'ai envie de dire, les Indiens d'Amérique, les Noirs, n'ont aucune leçon de souffrance à recevoir de quiconque. Quiconque sur cette planète va dire à un Noir, oh, j'ai mal au cul, j'ai souffert. Tu vas faire de là, bienvenue, rentre dans le club.
et puis on va rigoler ensemble. Tu parles de quoi, là, quand tu dis qu'il y a une hiérarchisation? Moi, quand j'ai grandi, il y avait un interdit, si vous voulez. J'ai essayé d'expliquer, il y avait, à un moment donné, un tabou dans la société française, c'était la Shoah. C'est-à-dire, là, tout le monde silence, genuflexion. Pourquoi on ne fait pas ça devant les autres souffrances? Pourquoi hiérarchiser les souffrances? Nous, on est allés de notre planète. Tu l'as vu, on est un groupe indépendant. J'y suis allé. On est allé à Auschwitz, on a fait un reportage avec des déportés. Moi, ça allé. me semble important d'en parler, tant qu'il y a encore des gens en vie. Ouais. Tu sais, pour passer justement des messages, pour pas que ça se reproduise. Tu vois, on n'est pas obligé par personne, par exemple. Le risque, c'est de tomber, c'est comme à l'école, si tu veux, en classe de 3e, tu apprends ça. Pourquoi tu n'apprends pas les autres choses? Pourquoi l'éducation nationale hiérarchise les souffrances? Organise une compétition, c'est-à-dire que c'est bien simple. Tout le monde est à la... Et moi aussi, j'ai souffert. Mais pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas faire ça. Il fallait qu'on parle de l'humanité tout entière. Il ne fallait pas dissocier l'antisémitisme du racisme. Pourquoi faire ça? Non, mais tu as fait une fixette à un moment donné sur ce sujet. Non, on a fait une fixette sur moi. Parce que moi, ce que je te dis, je l'ai toujours pensé. Si, à un moment donné, j'ai répondu, parce que dans la communauté juive comme dans la communauté noire, il y a des gens qui sont paranoïaques, hystériques. Et des gens qui sont mal intentionnés. Et qui ont un intérêt à dire « Regarde, il est raciste, regarde, il est antisémite ». Mais la réalité, c'est que moi, je n'ai jamais ri de la souffrance. J'ai ri de l'instrumentalisation de cette souffrance. Il y en avait qui parlaient de pornographie mémorielle. Je trouve que c'est dégueulasse de venir et de dire, de se servir d'une souffrance pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec cette souffrance. Tu vois, les mémorials de la Shoah à Paris, aujourd'hui, fait des expositions sur d'autres pays et d'autres, justement, génocides, et laisse des salles entières, justement, pour essayer de dire, tiens, c'est médiatisé, et on va aussi donner la parole à ces choses-là. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans une société où tout le monde va être à la poursuite d'une souffrance? Et parce qu'une souffrance, elle est là, c'est bien, c'est important d'en parler, mais est-ce qu'il n'y a pas un devoir, à un moment donné, de l'oubli, si on veut se réconcilier? Parce que si ce devoir de mémoire, il est entretenu, on l'a vu d'ailleurs avec ce qui se passe en ce moment à Gaza, c'est-à-dire que Netanyahou, d'ailleurs, qui a des problèmes, mais c'est normal. Il dit ni pardon ni oubli. Il dit des phrases. Son ministre de la Défense dit ce sont des animaux. Est-ce que c'est pas dangereux ça? Et ils ressortent toujours la Shoah pour justifier leurs actions. Est-ce que ça serait pas bien à un moment donné de se retrouver dans un espace où on a tous souffert, tous autant, sur cette terre? Pourtant c'est un noir qui parle là. Je veux dire, il me semble que j'appartiens à une population qui en a chié. Et qui en chie encore. On le voit en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Et je suis extrêmement solidaire de ce qui se passe. T'es black, mais t'es breton aussi. Oui, c'est vrai. Mais dans la tradition qui est la mienne, et qui était celle des Français... La carte africaine, mais t'es autant français. Ouais, t'as vu sur mon blouson, d'ailleurs, j'ai les deux. Ouais. Mais dans la tradition, si tu veux, mon nom, je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala, c'est ma mère bretonne qui est devenue camerounaise. C'est comme ça, c'était comme ça avant. Et on donnait le nom du mari parce qu'elle rentrait dans un clan. Et mon clan, c'est les Ewundo. Ça, c'est ma racine. C'est ce qui me relie à ce monde. J'ai une mère bretonne et j'adore la Bretagne. Mais elle est devenue africaine. Comme à l'époque, ici, c'était comme ça. Et là-bas, c'est resté comme ça. Pourtant, tu habites en France. J'habite en France, ouais. Et j'aime la France. Et j'ai un public français que j'adore. Mais c'est l'histoire qui m'a amené ici. Je suis un éclaireur du continent africain. Et c'est par l'amour qu'on s'est... puisque c'est mon père et ma mère, il n'y avait pas une relation d'esclave. Donc voilà, je suis là pour vous dire aussi, à travers ma voix, c'est tous mes ancêtres qui te parlent et qui te disent le monde change, l'Africain est en train d'évoluer, de changer là, et l'Africain d'hier, l'Africain colonisé, n'est plus celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, la France a perdu tous les pays d'Afrique centrale, et je peux te dire que les gens, le sentiment anti-français, il vient d'une certaine arrogance, et d'un Macron qui vient nous vendre en plus maintenant. Alors, le mariage pour tous, la Gay Pride, ça ne peut pas fonctionner en Afrique. C'est tout. Que ici, ce soit quelque chose qui représente la démocratie. Quand vous avez Attal à l'Assemblée nationale qui dit « Voilà, je suis le premier ministre officiellement homosexuel », ça vous prouve que la France est un... Si la France en est là, je veux dire, personne ne peut le juger, mais on ne peut pas juger aussi des gens qui disent « Ça n'est pas un progrès, c'est pas vrai ».
En Afrique, c'est ce que les gens pensent. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est en train de se déchirer entre la France, l'Afrique, mais entre la France et les îles. Parce que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est exactement ce qui va se passer dans quelques mois aux Antilles. Il y a eu des gros problèmes, et il y a des gros problèmes en ce moment au Congo. Par exemple, tu vois, il n'y a pas de hiérarchisation. On a reçu un rappeur qui s'appelle Kalash Criminel, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Très bien. Il est venu avec un suite Congo, etc. Et c'était très bien. Il est venu expliquer le sujet. Tu vois, les médias aujourd'hui, je pense qu'on s'ouvre. Nouvelle génération. Non, c'est formidable. Mais de toute façon, pour survivre, il va falloir changer. Parce qu'avant, vous étiez dans un canal de subvention. C'est-à-dire qu'une fois que tu touches une subvention, tu ne peux pas être totalement libre. Là, je ne sais pas comment ça fonctionne, si ce n'est que vous êtes encore, on va dire entre guillemets, je suis passé par là, autorisé par YouTube, Facebook et tout ça. Bon, moi, j'ai été banni de ces plateformes-là. Et je dis que je ne pensais pas être banni un jour, puisque c'était un espace, normalement, de liberté. Mais on l'a vu au moment des élections américaines, avec Trump, il a été banni, et que les GAFAM ont pris parti. Donc tout est politique. Mais là, en tout cas, vous êtes bien plus libre, ici, chez Légende, que tu ne pouvais l'être avant, dans les médias pour lesquels tu travaillais. C'est une évidence. Avant de commencer à parler d'Elie Semoun, je vais juste te lire un article, c'est Les étranges amitiés de Dieudonné, dans Le Monde, qui date de 2009, et j'aimerais bien avoir ta réponse suite à cet article, qui disait « C'est l'histoire d'un humoriste dont les meilleurs amis d'aujourd'hui sont les pires ennemis d'hier, d'un comique qui, il y a 12 ans, s'engageait en politique à Dreux, donc dans l'Eure, contre Jean-Marie Le Pen, qui qualifie alors de grand marabout borgne et qui offre désormais son théâtre à des courants politiques plus radicaux encore que le Front National, dont des anciens du GUD, Alain Soral, etc. Tu penses quoi de ça? C'est quoi ton opinion? Un humoriste, c'est quelqu'un qui cherche. Il cherche à comprendre le monde dans lequel il vit. Alors, je n'ai jamais voulu... je me suis présenté en 97, c'était au moment où Chirac avait organisé une dissolution. Peut-être qu'il y en a une, d'ailleurs, dans peu de temps. Et donc, je m'étais présenté à Dreux, et j'ai grandi, moi, dans l'antiracisme. J'étais complètement formaté. Et je dois dire que s'il y a bien une période de ma vie où j'étais, sans le savoir, dans l'incitation à la haine, c'était dans l'incitation à la haine envers Jean-Marie Le Pen et envers le Front National. C'était le diable, c'était le racisme, c'était... Bon. Et puis un jour, j'ai voulu faire ma propre expérience. Je me dis, je vais essayer de voir la personne. J'ai rencontré Jean-Marie Le Pen. Et puis mon avis a changé. Mais toi, t'es compliqué à comprendre, t'es d'accord? Ouais. C'est très compliqué, c'est-à-dire que quand j'en parlais, j'ai dit, tiens, il y a Dieudonné qui a demandé un droit de réponse. Et là, il y en a qui disaient, ah mais ça, c'est les extrêmes. Ah, c'est extrême gauche. Mais non, c'est extrême droite. Et je voyais des discussions dans l'équipe, et personne qui avait compris le gars. Et même en travaillant, moi, heures et des heures, j'ai du mal à te cerner. C'est pas faux, que je sois plus proche, quelque part, d'une extrême sensibilité. Je pense que la justice, elle est extrême. Je pense que Jésus, qui est, on va dire, le personnage qui m'inspire le plus, s'il fallait résumer, c'est la voix qui manque dans l'époque que nous vivons. Il était dans l'amour extrême. Il n'était pas modéré. Il n'y a pas de droite ou de gauche. Il était extrêmement dans cet amour universel. Moi aujourd'hui, je suis sur ce chemin-là. C'est-à-dire que s'il y a une parole qui me parle pour rassembler les gens, qu'ils soient noirs, blancs, c'est de trouver une personne qui nous rassemble. Alors aujourd'hui, certains attendent un messie, certains attendent... Je sais pas, moi je suis un humoriste, donc je suis dans cette attente, dans cette recherche. Mais tu as raison, c'est pas facile de comprendre quelqu'un qui cherche. C'est pas facile. Et je cherche. Parce que parfois tu pousses le bouchon quand même, sans jugement. Ouais. Mais tu le sais. Donne-moi un exemple. Quand tu es allé en Iran, sur une chaîne de télé, j'ai essayé de retrouver des vieux extraits, etc. Tu vas partir en Iran pour rencontrer l'ancien président Ahmadinejad. Mahmoud. J'ai fait un spectacle d'ailleurs. Ouais. Et tu parles dans une émission en direct, même en 2011, après tu vas retourner 2 ans plus tard. Et tu dis, je pense qu'il a fallu énormément de patience, de courage et de détermination et de foi pour que cette révolution iranienne perdure. Aujourd'hui, elle est devenue un exemple dans le monde. Ce sont ces valeurs islamiques qui ont permis aux hommes ici de se structurer et de s'organiser, de résister. La matière première d'un humoriste, c'est la bêtise humaine, c'est le mensonge, et au final, c'est le sionisme, parce qu'il n'y a pas plus bête et pas plus menteur que le sionisme. Le sionisme, c'est ce qu'il y a de plus mauvais qu'on a en nous, ce sont les instincts les plus bas. Le sionisme vous tire immédiatement vers la facilité, il ne vous élève jamais, il vous écrase, il vous domine, il fait de vous un esclave. Tu sais que là, tu vas te mettre à dos tout le monde. Pas tout le monde. Je vais me mettre à dos certaines personnes. Oui, mais c'est extrêmement violent. Extrêmement violent. C'est-à-dire que là, je suis en Iran, à ce moment-là, j'ai rencontré des gens extraordinaires.
Je suis anti-sioniste, c'est-à-dire que je suis pro-palestinien. C'est comme ça que je me sens, c'est-à-dire je souffre, je suis un anticolonialisme, je souffre. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez que j'étais un petit peu en avance sur mon époque, mais c'est insupportable ce qui se passe là-bas. Donc, le problème du sionisme, c'est que je suis sorti de ce conflit-là, me semble-t-il, par le haut, par le pardon, et il y a des gens qui ne pardonneront jamais. Moi, je pense qu'il faut aller sur ce terrain-là. Ce qui est certain, c'est que la République islamique d'Iran, si vous voulez, c'est une société bicéphale. Vous avez d'un côté les spirituels et de l'autre côté l'administratif. Je trouve que ce qui manque en France, c'est qu'il y ait au moins des gens qui s'occupent de la spiritualité. Des chrétiens, puisque c'est une terre chrétienne, qui simplement, parfois, disent non. Et ils ont essayé de le faire avec le mariage pour tous, qui était une porte ouverte sur quelque chose qui, me semble-t-il, allait déstabiliser ce pays. Mais je trouve que c'était une bonne idée que dans nos élites, nous ayons des gens qui aient en fait un travail uniquement sur le spirituel. Voilà. Et c'est pour ça, quand je suis là-bas, je le dis. Alors que le sionisme... Il y a plein de gens qui ne savent même pas ce que c'est que le sionisme. Moi, franchement, j'ai essayé de bosser sur le sujet. Ouais. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Donc, j'ai vraiment... Tu vois, je suis neutre. Et honnêtement, je déteste parler de ces conflits en détail parce que il faut être extrêmement cultivé sur le sujet, sans dire de conneries, sans vexer personne. Et en fait, tout n'est pas blanc ou tout noir. C'est clair. Le monde est gris. Disons que ce qu'il ne faut pas, et ce qui est important de ne pas faire, c'est être incité à la haine envers le peuple juif. Envers personne. Non, mais là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, celui qui se considère comme antisioniste, je pense la plupart ne sont pas antisémites. C'est mon point de vue. Hein. Tu as une influenceuse qui a dit, là, il y a quelques jours, qui a été attaquée, parce qu'elle dit, voilà, moi, vous inquiétez pas, je travaille pas, je suis pour la Palestine et je travaille avec aucun juif. Et imagine, tu inverses le truc. Ouais. Le but, c'est que, comme tu le dis, le pardon, mais on n'est pas longtemps sur Terre, en réalité. Et moi, ça me fait un peu chier quand je vois les gens se taper les uns sur les autres pour des religions et qui chacun a la sienne. Mais ça me rend triste dans les deux sens, tu vois. C'est vrai, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais je pense que tu dois entendre aussi que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont antisionistes et qui ne sont pas... Enfin, en fait, ils sont contre la politique d'Israël menée en ce moment dans la bande de Gaza. Ils ont le droit de le dire. Mais il y a un intérêt pour les extrémistes, pour une sorte de mafia. Parce que pour moi, c'est une mafia, le sionisme. C'est une mafia qui ne représente pas les juifs, mais qui a tout intérêt à montrer du doigt l'antisémitisme. Et là, ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, on le voit, Netanyahou, ça ne fonctionne plus. Netanyahou est en train de massacrer des gens. Est-ce que c'est être antisémite de dire ça? Mais est-ce que toi, tu es antisémite? Pas du tout. Tu vois, c'est une question... Déjà, je vais te dire pourquoi je ne le suis pas. Bon, déjà, j'ai pas le temps. Mais au-delà de ça, c'est pas drôle. Puisque c'est bête. Et ça ne fait pas rire. Et donc, je n'ai jamais été antisémite. Alors, là, je le sais d'autant plus... Tu l'as été peut-être plus pendant un temps? J'étais dans Parfois, il faut mieux dire. Non, mais j'ai été dans la réponse. J'ai été dans la réponse et j'ai été outrancier dans mes réponses. C'est-à-dire que je me suis laissé... je me suis laissé aller à la provocation qui était en face. Bon, je pense que je n'ai jamais été habité par la haine envers quiconque. Et aujourd'hui, après cette demande de pardon que j'ai pu faire il y a un an, j'ai rencontré des Juifs, des Israéliens avec qui je parle. Et j'essaye de leur expliquer un monde qu'eux ne voient pas. Et puis eux, ils essayent de m'expliquer un monde que je ne vois pas. Et c'est vrai que c'est passionnant. Alors évidemment, les gens qui regardent cette discussion me disent « Mais Dieudo, ça sert à rien ». Et lui, pareil, on lui dit « Mais arrête, ça sert à rien ». Et tu vois, mais on y arrive. Mais parfois, quand on demande pardon, c'est vrai qu'on accepte aussi d'avoir mal pensé, mal agi, etc. Et c'est vrai que parfois, dans tes dires de l'époque, peut-être moins maintenant, mais effectivement, tu paraissais, je pense que tu me l'accordes, ça, beaucoup plus dur. Et c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que tu l'as été, même si c'est pas longtemps, même si tu as été entouré de gens qui l'étaient, tu vois, est-ce qu'on ne le devient pas un peu quand même? Et après, je dirais que, en grandissant... Je dirais que si je l'avais été vraiment, je pense que je n'aurais pas fait rire toute la France entière. Les gens ne rient pas de la haine. Non, mais parfois les gens rient de la bêtise. Ils peuvent rire de la bêtise. Alors, mais encore une fois, si les gens l'ont perçu, comme toi tu étais en train de me le décrire, là, certaines de mes interventions, s'ils l'ont perçu comme étant quelque chose qui était excessif, outrancier,
C'est possible et je m'en excuse. J'essaie d'être le plus sain, tu vois, vraiment, et de. Oui, mais d'être honnête aussi avec toi pour mais pas. maintenant, c'est vrai que moi, je suis prêt à ça parce que je suis chrétien. Donc, je suis prêt à demander pardon si les gens sont sincèrement blessés. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas sincères et qui veulent que tu rampes à leurs pieds. Et ça, c'est pas possible parce qu'on ne rampe pas quand on est habité par quelque chose qui est bien plus grand que cette haine qu'il me porte. Et donc, aujourd'hui, le temps est venu pour des gens de cette communauté de me demander pardon. Donc là, je suis là et je leur dis, allez-y, vous verrez, ça fait du bien. Te demander pardon, pourquoi? Pour m'avoir lynché, pour avoir menti, pour avoir organisé autour de moi un lynchage. C'est-à-dire être, comme ils le faisaient à l'époque de l'esclavage, si tu veux, on va te mettre en place de marché comme ça et on va te lyncher devant les autres. Qu'est-ce qu'il y a eu comme devant les autres artistes pour dire, vous voyez, ne parlez plus jamais de ces sujets-là, parce que c'est interdit. Et le nègre, finalement, il ne pense pas. Moi, j'ai fait une querelle, c'était le geste d'émancipation des populations noires. Et c'est devenu un geste antisémite. Mais de qui se moque-t-on? Demandez-moi pardon pour ça. Tu crois que c'est pas devenu un geste antisémite? Bien sûr que non. C'est quand il y en a plein qui se prennent en photo, peut-être à ton insu, Ouais. mais quand il y en a plein qui se prennent en photo rue du Four, à Auschwitz, devant, etc., machin, on sait très bien. Alors, il faut Et ça serait de l'honnêteté, tu vois. Oui, mais moi, je suis... Moi, pareil, j'ai rien à gagner. Il faudrait vraiment voir... J'ai juste à perdre. Il faudrait vraiment voir ces gens-là et leur demander ce qu'ils pensent. Moi, nier la souffrance d'un peuple, ça n'est pas ma conception. Donc, le faire... Tu ne veux pas qu'on nie les souffrances en Afrique, et c'est à juste titre, et il y en a plein, et dans d'autres territoires En sur Nouvelle-Calédonie, là. Exactement, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, pardon, aussi, en ce moment, il y a plein de pays dont on parle beaucoup moins dans les médias européens, mais où ça tire fort, en Honduras, etc. Ouais. Mais il faut aussi accepter que les autres aient subi aussi. Tu vois, moi je suis neutre, oui. d'un niveau vraiment... Mais j'entends. Mais si tu peux comprendre que ça ait choqué des gens de se faire... La quenelle. La quenelle. Non, parce que... Je ne dis pas que ton geste, tu l'as créé pas pour ça, mais tu peux comprendre qu'elle a été prise. C'est qu'il y a un mec qui s'appelle Alain Jakubowicz, qui était à l'époque président de la LICRA, qui est un mec objectif. Qu'est-ce que la LICRA? J'explique à chaque fois. Donc la LICRA, c'est une association qui prétendument se bat contre le racisme et l'antisémitisme. Prétendument, je dis. À mon avis, c'est plutôt une association qui touche des subventions pour alimenter l'antisémitisme et le racisme. C'est mon point de vue, hein. Bon, pour les avoir eus en face. Parce que dans la période de demande de pardon, je me suis rapproché d'Alain Jakubowicz. On a parlé, et de la même façon que Netanyahou, c'est ni pardon, ni oubli, jamais. Le ni pardon, ni oubli, jamais, Alain Jakubowicz, ça conduit à quoi? Ça conduit à la guerre. Immanquablement. Le devoir de ne pas oublier, c'est le devoir d'alimenter la haine. Non, c'est aussi le devoir de mémoire. Là, il y a le débarquement, 80 ans du débarquement, le 6 juin. Tu crois que dans un siècle ou dans 2 siècles, les gens auront quelque chose à foutre de ton... Ça sera dans les livres d'histoire. J'espère. Il y aura d'autres histoires qui vont arriver. Des histoires atomiques, peut-être, encore plus graves. Tout ce qu'il y aura eu avant, il n'y aura rien eu. Puisque là, on va tuer des millions et des millions et des milliards. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas. Donc, oui, mais on n'est pas loin. Très frais. Et en fait, on se rend compte que c'est pas très frais. Ça fait 80 ans. 80 ans, c'est rien. Tu as 58 ans. Mais c'est que 22 ans plus loin que toi, c'est rien du tout en vrai. Mais c'est rien du tout. Mais je veux dire, les Noirs, ils n'avaient pas le droit de vote aux États-Unis. Je veux dire, il y avait de l'esclavage encore partout. Donc, ce que je veux dire, non, mais c'est pas une raison. Non, mais c'est pas une raison. Mais ce que je veux dire, c'est que les Tutsis, les Hutus, il y a pas longtemps. Je veux dire, les Kanaks, c'est maintenant. Donc tout ça, nous touche tous. Oui, mais... Et il est important de ne pas organiser de hiérarchisation. Et je pense aujourd'hui, ce qui est vraiment dramatique, c'est que on est en train de mettre, là, et c'est pour ça que la Cour pénale internationale, c'est courageux ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis au même niveau la souffrance du 7 octobre et la souffrance du 8 octobre à aujourd'hui du peuple palestinien. C'est très courageux, parce que là, ils sont en train de dire, voilà, on ne peut plus hiérarchiser. Il faut arrêter de nous sortir la Shoah pour faire ce qui se passe à Gaza. Et c'est ça qui est beau, je trouve, en ce moment, c'est qu'il y a cette recherche de beauté. Et la beauté, c'est pas de pleurer, c'est de regarder objectivement les choses et de dire, bon,
Je veux dire, il n'y a pas un peuple qui a plus souffert que les autres sur cette terre. Il y a une hiérarchie depuis toujours et dans tout. C'est comme le racisme anti-blanc. Moi, je ne suis pas concerné. Bah si, mais à moitié concerné. Ben, oui, mais bon, je suis noir. Et quand je vais au Cameroun, je suis métis. Oui. Je suis jamais blanc. Donc, je me suis pas concerné. J'ai une mère qui est blanche. Dans ta famille maternelle? Oui, bien sûr. Ils sont blancs. Mais on n'a pas eu la même vie. C'est-à-dire que quand tu vas chercher du boulot, quand tu vas faire... C'est pas la même vie, c'est pas la même chose. Et les Kanaks, aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est que ça sera jamais la même chose. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, ils ont besoin de se retrouver entre eux. Comme les Blancs, on en marre aussi, parfois, dans certains quartiers de France, de se dire, j'ai besoin de me retrouver aussi. J'ai besoin de voir mon clocher d'église, mes trucs. J'ai besoin d'être... Je comprends ça. Et quand on se retrouve, c'est parce qu'on a envie. Mais qu'on ne soit pas obligé de subir l'autre. Et ça, c'est tout à fait vrai. Tu sais, dans plein de médias en ligne, nous, on a aussi créé Légende pour être juste. Oui, c'est ça. Et alors, au début, les gens, je sais, j'ai reçu plein de messages. Ah, attends, mais tu reçois tel mec politique, tel comédien, tel gangster, mais c'est fou et tout, c'est pas bien, machin. Et en fait, je pense que la justesse, en tout cas, c'est mon point de vue, je ne demande pas de le partager et tout ça, mais dans plein de médias digitaux, on va dire, en ligne, quand un flic va tuer quelqu'un, ils vont en faire 2 mois. Et quand, à l'inverse, parfois, quelqu'un va tuer un flic, ils ne vont pas en parler. La justesse, c'est de parler des deux. C'est ça. Parce que c'est inacceptable qu'il y ait un policier qui tue un mec dans une cité, inacceptable au possible. Et c'est aussi inacceptable qu'un jeune de cité tue un policier. C'est exactement ça. Et si tu veux, ça ne se retrouve plus, la justesse. Ouais. Et c'est le problème. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir 2 cultures. Si tu veux, il y a autant de connards chez les uns que chez les autres. Il y a pas, les Noirs sont pas mieux que les Blancs. Et vice-versa. Mais par contre, parfois, c'est important d'observer qu'il y a une volonté à pousser à une sorte de brassage de tout, pour tout tuer, toute l'identité de chacun. Et je pense que l'identité, c'est fondamental. Les gens ont besoin de cette identité. Les Bretons ont besoin d'être Bretons. C'est très important. Par exemple, au Cameroun, je suis content quand je rentre dans mon village de pouvoir revoir les tombes des morts de mon grand-père, de voir tout le parcours. C'est important de connaître ses racines. On te voit en photo avec ta maman, Ouais. une photo de toi petit. Toi, tes parents divorcent quand t'es jeune. Ouais, je suis tout petit, ouais. Ton papa, il va avoir d'autres enfants après. Ouais. Vous êtes combien en tout? Un frère et demi-frère, on doit être une 15aine. Ah oui. 17, je dirais. Après, il y en a qui sont... Je n'ai pas connu. Une équipe de foot et les remplaçants, quoi. Ouais, c'est ça. On va parler d'Elie Semoun. Mais juste avant, tu me disais, tiens, qu'est-ce qui a fait que j'ai vraiment poussé le bouchon, etc. Il y a eu le Robert Forisson. Moi, j'ai travaillé le sujet. Ouais. Je voulais expliquer pour chez vous. Je ne connaissais pas. Pas faire comme si je connaissais. Je ne peux pas tout connaître. Et voilà. 26 décembre 2008, Zénith de Paris. Tu joues ton spectacle qui s'appelle J'ai fait le con à l'époque. Tu remets le prix de l'infréquentabilité à Robert Forisson, qui a été condamné à une demi-douzaine de fois pour négationnisme. Alors lui, il dit vraiment que les chambres à gaz n'ont pas existé. T'es d'accord que c'est compliqué, ça, de fréquenter ces mecs-là? Alors, Ça, déjà, non seulement c'est pas compliqué parce que tu le connaîtrais, c'est quelqu'un de charmant, mais je parle pas de ses thèses. Ses thèses, c'est lui, c'est son histoire. Je l'invite aux Zénith de Paris pour lui remettre le prix de l'infréquentabilité. Et celui qui va lui remettre ce prix, c'est Jackie. Jackie Sigaud, qui est déguisé en déporté juif. Dont le père était déporté dans les camps. Donc, il me semble que Jackie est capable de cet humour incroyable et cette puissance pour faire ce qu'il fait. Mais Jackie, oui, mais peut-être pas d'autres personnes. Mais c'est tout comme si on avait déguisé un mec. Non, mais si on ne dit pas, si on ne dit pas que Jackie est un fils de déporté, on retire à la blague que nous avons organisée toute sa teneur. Jackie, il a envie de rire avec moi. Et moi, en tant qu'humoriste, pour connaître, dans une société où on ne sait plus où est le bien, où est le mal, je vais voir celui qui prétendument est l'homme le plus atroce, je le rencontre, et je lui mets le prix de... Toi, t'es vraiment un infréquentable. On m'a dit, si tu touches Robert, si tu l'approches, alors là, t'es mort. Donc, je voulais connaître la mort de mon vivant. Je voulais voir. Voilà. Eh bien, j'ai vu un homme qui... Il m'a expliqué sa théorie. C'est un hors-la-loi, puisqu'il y a une loi qui interdit de dire ce qu'il dit.
Donc on ne peut pas C'est dire... tout comme, heureusement qu'on n'est pas... que personne dira, il n'y a pas eu de génocide. Là, j'en sais rien, dans un pays, tu vois, en ce moment, il y en a plusieurs en ce moment sur Terre. Juste, est-ce que tu es d'accord que c'est pas bien de dire que ça n'a pas existé? Moi, j'en ai rencontré des femmes... Ah ben c'est pas bien, puisque c'est hors la loi. Non, mais au-delà de la loi. Ah si. Tu sais que c'est la première fois dans l'histoire que l'histoire des chambres à gaz, enfin la réalité des chambres à gaz, c'est une loi. C'est pas une histoire, c'est la loi. Donc commenter la loi, c'est comme dire un feu rouge, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est la loi. Donc Robert Faurisson a été condamné parce qu'il a été, il n'a pas respecté la loi. Oui. Non, mais au-delà même, je te parle même de toi, d'être un homme bon, Oui. et de dire, tiens, et comme on va en parler après, effectivement, des autres, mais c'est pour pas il y a pas de deux poids deux mesures, c'est juste pas bien et pas... C'est pas bien. Alors, c'est pas bien de te dire quoi, excuse-moi. De dire que ça n'a pas existé pour les gens qui en sont morts. Et c'est pas, tu seras condamné si tu dis ça. Donc c'est pas bien, oui, c'est pas bien. C'est vrai, mais c'est pas bien. Mais c'est triste tout ça. C'est triste, mais c'est comme c'est triste de voir aujourd'hui qu'on est en train de se poser des questions sur l'indépendance de la Kanaki. C'est triste. Ce peuple-là, il est là depuis des milliers d'années. Pourquoi? Je veux dire, ils ont dit, maintenant partez. La France, faut partir. Faut partir. Et en plus, vous pouvez rester, mais c'est plus vous qui dirigez les choses. Et c'est pareil en Afrique, et c'est pareil ce qui se passe au Mali, au Sénégal, là, extraordinaire, ce qui est en train de se passer là-bas. Le monde est en train de changer, mais je suis d'accord pour dire, et si c'est pour répondre à ta question, s'il y a des gens qui se sentent vraiment profondément blessés, c'est important de leur apporter de l'amour, de leur dire, mais j'ai pas voulu faire ça, j'ai pas voulu te blesser. Mais par contre, tu dois m'entendre. Et tu dois pas avoir des œillères et me menacer comme ça avec ta souffrance. Ta souffrance, bienvenue au club. J'y peux rien. Moi, j'y étais pas à l'époque. Non, mais tu vas souvent jouer sur la corde, mais tu le sais. Ouais. Tu vas souvent jouer sur le truc parce que une fois, ça peut arriver 2 fois, mais 30, 40 fois où tu vas dépasser, mais tu sais que c'est un peu ton truc à toi. Qu'est-ce qu'un humoriste? C'est quoi un humoriste? Si ce n'est une personne qui va... à l'époque, c'est ta vision de l'humoriste, en tout cas. C'était le bouffon du roi. Il va dire des choses que les autres hésitent à dire. Voilà. Et puis si les gens rient, ben, il a gagné. Et si les gens rient pas, ben, c'est qu'il s'est trompé. Non, mais par exemple, on a reçu Fabrice Eboué. Ouais, c'est un petit frère. Lui, c'est carrément mon histoire, lui. Fabrice Eboué, et moi je l'adore, il est très drôle, on s'est marré. Je vais aller voir en spectacle, il pousse le bouchon aussi. Mais, il a raison. Mais peut-être pas de l'autre côté de la barrière. Alors, c'est moi qui aurais déterminé ce qui était de l'autre côté? Non, c'est que quand tu fais vraiment de la peine à quelqu'un, j'en sais rien. Moi, j'ai envie de te dire, viens de l'autre côté faire un tour, tu vas voir. C'est pas ce que tu penses. De l'autre côté, des gens qui sont montrés du doigt, il y en a plein, Le Pen, machin. Tu vois, il a été toute sa vie, il a été traîné dans la boue, ce mec-là. Mais c'est un homme aussi, et c'est un homme avec ses qualités et ses défauts. Eh ben, c'est bien d'aller le voir. Et cette histoire de frontière, si tu veux, si tu es vraiment un homme juste et de paix, tu dois y aller. Tu dois aller les voir. Bah, tu as reçu des gens qui avaient basculé de l'autre côté. Tu en as reçu beaucoup. De qui tu parles? Ben, des tueurs, ou je sais pas, des dealers. Oui. Donc, tu as vu des gens... ben, tu vois, qui ont fait des erreurs de parcours. Oui, c'est intéressant. Mais je reçois que, par contre, ça c'est important, je reçois que si, à la fin, il y a un message intelligent. Si c'est pour prendre un mec qui a tué 3 personnes dans un Center Park en prenant des enfants en otage, ça m'intéresse pas. Oui, je comprends. Mais si le gars dit, en fait, c'est la preuve par l'exemple. S'il dit aux jeunes qui vont nous regarder, tiens, finalement, j'ai passé 25 ans dans une cellule de 9 mètres carrés, j'aurais préféré avoir une femme, un enfant, un chien, un pavillon, avoir une vie comme tout le monde, bah, je regrette ce que j'ai fait. Ne serait-ce que ça. Et ben, du coup, ça a servi à quelque chose. Parce qu'il y a peut-être des mecs qui vont se dire, bon, si lui, il a fait pire que moi, eh ben, je vais pas faire comme lui. Ouais. Tu vois, c'est ça. Parce que déjà, leurs profs leur disent, leurs CPE, leurs grands frères, de pas le faire. Mais là, tu as la preuve par l'exemple. C'est plutôt, mais il faut qu'il y ait un fond quand même. Ouais. Mais moi aussi, c'est pareil, j'ai voulu aller voir des gens qui étaient montrés du doigt comme étant strictement infréquentables, le diable. Robert Faurisson, c'était le diable. Et quand tu discutes avec des gens comme ça, bon, non seulement, c'était pas du tout le diable, c'était un homme, un poète, enfin, c'était incroyable, la différence. Jean-Marie Le Pen, mais c'est incroyable. Moi, j'ai grandi tout petit en me disant, c'est le mec-là, si tu le croises, il faut le tuer. Mais quand je l'ai rencontré, je me suis dit, on est élevé, on est manipulé, et il faut être juste. Alors, c'est sûr, c'était peut-être pas l'homme
L'homme, il a fait des erreurs, il a fait tout ça, mais qui n'en a pas fait? Non, mais c'est vrai que du coup, tu es entouré. Non, je suis plus du tout, je suis pas entouré. Tu es entouré, oui. Comment il s'appelle? Joe Le Corbeau, là. Non, c'est ça? Ouais, non, c'est une bêtise, peut-être le nom. Non, c'est ça. Joe Le Corbeau, qui est dessinateur, qui vient de voir à la fin de ton procès, lui qui dessine des trucs anti-juifs, clairement. Faut appeler un chat un chat. Non, mais il ne fait pas partie de mon environnement. Hein. Mais non, mais il vient, il prend, il t'enlace. Donc tu te dis, tiens, quand même, ils sont proches. Ouais, mais là, lui précisément, lui, alors autant Robert Forisson, mais lui, pas du tout, c'est pas du tout mon environnement. Mais il y a des gens avec qui je m'entends bien, qui sont effectivement montrés du doigt comme étant strictement infréquentables. Je peux leur parler, oui, ça me dérange. Mais il y a des choses. J'ai même des amis qui sont montrés du doigt comme étant des gens infréquentables. Tu as des amis, toi, du milieu qui, sans dire de nom, ça ne m'intéresse pas, mais qui veulent justement pas s'afficher avec toi pour pas être. Beaucoup. La plupart des artistes me reconnaissent, on va dire, d'avoir marqué de mon empreinte l'humour français. C'est-à-dire que j'ai effectivement inspiré toute une génération de jeunes humoristes. On a reçu Alexandre Astier. Oui. J'aime beaucoup. En janvier, dans l'émission, j'ai vu qu'il a parlé de toi déjà sur des interviews, sur France Inter, je crois. Oui, on est sur le plan humoristique et on est proche. Alors, avant de te montrer les extraits, pour que tu puisses réagir, pour ça que tu es venu, un droit de réponse, ta rencontre avec Elie Semoun, est-ce que tu peux l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le duo de l'époque? On avait des amis en commun, on était au lycée. Et puis voilà, on s'est rencontrés, on était les deux bouts en train de ce petit groupe de copains. Et puis on a fait des sketchs et au début, Elie avait déjà une petite aventure, on va dire, télévisuelle, médiatique. Il faisait des petites publicités, il avait envie d'être comédien. Et puis moi j'écrivais, enfin j'étais plutôt un humoriste, je dirais, dans l'âme, quoi, puisque... évidemment, inspiré par Les Inconnus, Coluche. Enfin, Coluche et Les Inconnus, c'était un peu mon époque. C'était un peu les... Même si, derrière, il y avait quand même Fernand Reynaud, Daniel Prévost, qui étaient des repères. J'ai eu la chance de connaître et côtoyer Daniel Prévost, d'ailleurs. Et puis certains des Inconnus. Et donc, voilà, ça a marché tout de suite. On a fait des scènes ouvertes et ça a marché tout de suite. Vous étiez potes à côté? Ouais. Vous avez passé combien de temps de travail pour imaginer un peu la longueur de votre duo? On a travaillé une dizaine d'années, je pense, ensemble. Alors au début, c'était vraiment relax, puis après, on est devenu plus professionnels. 90 à 97, grosso modo. Ouais, mais on avait déjà commencé à faire les cons un peu avant, et moi, je compte aussi les années de découverte, puis d'envie de... C'est ça. Deux gros spectacles ensemble, Elie et Dieudonné, au Théâtre du Splendide Saint-Martin. Ouais. Et en 92, et Elie et Dieudonné en garde à vue en 96, donc un peu après. Il y a une émission après qui s'appelait La vie des bêtes, une certaine idée de la France en 94. Ouais. Vous écrivez tous les deux, vous préparez vos sketchs, comment ça se passe? On va regarder. Avec le recul, maintenant, on sait, puisqu'on a des carrières on a travaillé plus en solo que... Okay. Moi, j'ai toujours écrit mes sketchs tout seul. Lui, c'est toujours associé à d'autres pour écrire. Je sais comment il travaille, Elie. C'est pas un auteur pour moi. C'est quelqu'un c'est un très bon comédien et il sait faire ce qu'on appelle de la mise en bouche, quoi. Une fois qu'il a le texte, toc toc, il trouve des formules, des choses comme ça. C'est plus un dialoguiste qu'un auteur. Et donc, voilà. Ensuite, lui, dans sa carrière, il a fallu qu'il travaille avec Franck Dubosc. Il faudrait demander à Franck Dubosc comment ils travaillent ensemble. Je pense que lui et moi, on saurait exactement comment Elie fonctionne. Je vais te montrer l'extrait. Il y a 4. En gros, on l'a découpé en 4 pour que ça soit digeste et que tu puisses répondre facilement. En gros, il a parlé 3 minutes 30 sur votre duo. Dans les articles, il disait soucis financiers. C'était le cas ou c'était plus engueulade et on n'a plus envie de continuer? Non, pas vraiment des soucis financiers, mais c'était lui qui produisait le duo. Et franchement, je pense que j'ai pas été payé comme je devais être payé. Enfin, c'est un homme d'argent, hein, Diodo. Donc vraiment, il est très très fort pour ça. Donc je sais pas, c'est tellement vieux maintenant, il y a prescription, mais je me sentais un peu arnaqué, quoi. Ça c'est clair. Ah oui, à l'époque. Ah bah oui.
C'est souvent, on s'engueulait souvent pour ça, mais sauf que moi, le problème, c'est que je n'ai pas d'argument avec lui. Parce que je lui disais, ouais, je comprends pas, on a fait un gala, t'as été payé plus que moi. Comment... Ah oui, mais si tu comprends, c'est la société, c'est les frais. Et après, j'étais un peu enfumé parce que je maîtrise pas ça. Je suis un faux juif. Voilà, premier extrait. C'est la loi, le droit de réponse, donc tu as complètement le droit de répondre suite à ça. C'est le principe. Pauvre Élie, là, il dit qu'il est un faux juif. Donc déjà, ça c'est un peu antisémite. Mais donc là, c'est quand même extraordinaire parce que effectivement, il mélange un petit peu de tout. Il essaye de me faire passer pour. Oui, j'étais plus producteur que lui, mais j'étais plus auteur que lui aussi. La preuve en est, c'est Élie, après moi, n'a jamais écrit ses spectacles tout seul. Pourquoi ? Parce que c'était Franck Dubosc aussi, il faudrait parler. Et le problème, nous, on mélangeait tout. Je précise juste pour être très juste, c'est très courant que des humoristes écrivent à deux pour du ping-pong. Ouais, c'est ça. Même tous les gros humoristes écrivent souvent en ping-pong. Ça, c'est... Moi, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais répondu à Élie. Bon, pour moi, c'était une époque, je ne regrette absolument pas cette période-là. Mais sur l'écriture, sur le partage des recettes, tout ça, je trouve que Élie est allé un petit peu loin. Il laisse entendre que je l'aurais arnaqué, plus ou moins. Alors que j'ai partagé avec lui mes textes. J'ai partagé, on a fait alors qu'il n'écrivait pas. Il a fait les petites annonces d'Élie, qui était un concept qu'on avait vendu à France Télévisions. Et c'était les petites annonces d'Élie et Dieudonné. J'ai laissé. J'aurais pu faire un procès. J'ai laissé tout ça. Il a fait... Donc, Élie me doit de l'argent. Mais bon, j'ai pas besoin de son argent. Mais c'est malhonnête de dire que je l'ai arnaqué. Et quand il dit je suis un faux juif, qu'est-ce qu'il essaye de me dire, là ? Que les juifs sont plutôt ceux qui s'occupent de l'argent ? Est-ce que ce genre de poncifs caricaturaux ne servent pas à des propos antisémites ? C'est la question que j'ai envie de lui poser. Non, Élie, le problème, c'est que tu ne peux pas revendiquer des textes, un univers qui n'est pas à toi. Donc, il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Ça reste un copain. Mais quand il m'attaque, maintenant que je suis en paix, moi, et que j'ai pardonné, je lui pardonne de toute façon d'avoir dit ça. Je lui pardonne, moi. Mais il faut qu'il m'écoute maintenant. Et il faut qu'il arrête. Quand c'est de la même façon, Élie, le gros problème que j'ai avec Élie aujourd'hui, j'étais prêt à refaire un spectacle avec lui l'année dernière. L'année dernière ? Ouais. Vous en avez parlé ? Ouais, il hésitait. On aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire. Sur le pardon, sur la réconciliation. On avait un truc à faire. Mais je le ferai plus. Parce que maintenant, si vous voulez, à partir du moment où j'ai fait toute cette démarche pour essayer en sincérité, de demander pardon aux gens qui auraient pu être blessés dans sa communauté. Il lui suffisait de venir dire, ben oui, moi c'était mon vieux pote, en fait il n'est pas antisémite, il a peut-être fait des trucs qui ont été... Il suffisait de faire ça, et non. Je te montre le deuxième extrait. Vas-y. Il y a eu 4 extraits. Deuxième extrait. On aurait pu amener plein de choses, on était le symbole de l'antiracisme par excellence, et il a tout pété. Il est allé à l'opposé. Il a fréquenté des gens infréquentables, il a dit des choses qu'on peut même pas entendre. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que ça lui a amené ? Résultat, il a un bracelet électronique, il joue dans des bus, il joue dans des champs de blé, il est interdit de jouer dans toute la France, mais je comprends pas ce que ça lui amène. Alors oui, il est considéré comme un dieu par des gens, il s'est arrangé pour se martyriser, pour être l'idole d'une certaine population, mais ça lui amène quoi ? J'arrive pas à comprendre. Il ne comprend rien, donc c'est un peu logique qu'il n'arrive pas à comprendre. Il dit que je côtoie des gens infréquentables, mais lui, il côtoie qui ? Arthur ? C'est un mec fréquentable, ce mec-là ? Après, tu peux ne pas l'apprécier, mais Arthur fait vivre, c'est un homme d'affaires qui va faire vivre. Moi, je le connais pas, je n'ai pas intérêt... On a de la même génération, et j'ai commencé... Il fait vivre plein de gens, Arthur. En faisant quoi ? En produisant des émissions, en créant... Tu regardes ces émissions ? Moi, je regarde pas la télé. Ouais, moi non plus. C'est pour ça que je suis venu sur Internet. Moi non plus. Mais personne mais ne pareil, regarde, si, il y a des millions, sinon il serait plus là. Mais non, il n'y a pas des millions. Il serait là parce que, de toute façon, il fait partie d'un système. Ils n'ont même pas besoin de savoir si tu regardes ou tu regardes pas. C'est subventionné. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Ce mec-là, Arthur, il a essayé de faire
un spectacle, je crois, à l'Olympia, personne ne va le voir parce que c'est tellement mauvais. Non, mais après qu'il y a eu des échecs et tout, ça, c'est voilà. Mais on Non, peut c'est pas pas dire des qu'ils échecs, servent à c'est rien. que C'est les des gens- mecs qui Non, mais les gens font ne vivre. veulent pas le voir. Tu sais, moi, j'ai toujours jamais compris en France, en général, hein, on attaque les grands patrons, les grands chefs d'industrie, mais en fait, les gars, ils font vivre 80 000 personnes, 60 000 personnes, il y en a qui sont faits tout seuls, des chefs d'industrie, et on a ce truc français de tirer vers le bas tout le monde. Mais Écoute. quand il y a des succès, c'est bien aussi. Ouais, je veux dire, Et peu importe je qui veux dire, c'est, il faut quoi. que ça soit bien. Moi, je suis sur scène. Il y a des gens qui payent 35 € pour venir me voir. Mais Arthur, ça a été le roi de la radio. Moi, j'écoutais quand j'étais ado, c'est mes derniers, tu Ouais. vois, ma consommation d'Arthur, ça a été quand Ouais, j'étais déjà, je ado. l'aimais pas. J'aimais pas. Sur Europe 2, il était quand même très fort, après qu'on aime ou pas. Ah, bah, j'aimais pas. C'est un Et succès. c'est des gens qui ont essayé d'aller rencontrer le public. Enfin, vraiment, tu vois, c'est un échec systématique. C'est-à-dire, les gens ne veulent pas les voir. Les gens ne veulent pas mettre 20 balles pour aller voir Arthur. Parce que, simplement, c'est mauvais. C'est quelqu'un qui n'est pas drôle et qui se croit drôle. Et qui est imposé aux gens. Donc, voilà. Mais, encore une fois, il a peut-être des qualités d'homme d'affaires. Donc, très bien, s'il vend des tapis ou des jeans. Mais là, c'est pas son truc. Il sait pas le faire. Il sait pas faire rire. Or, il croit qu'il sait faire et qu'il est marrant. Et en plus, quand tu es dans son environnement, il te donne des leçons. Parce que, comme il a beaucoup d'argent, il dit « Ah, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. » Non mais va te faire foutre, t'es fou, toi. Alors après, il me parle de... Oui, j'ai joué dans des champs, je suis interdit. Ben ouais, mais Mais Molière, tu le disais, Molière, il était interdit, Molière. Je ne réagis à rien, mais tu le disais toi-même que tu fréquentais, tu voulais voir la mort de près, donc tu fréquentais, tu savais que c'était des gens infréquentables, tu l'as dit toi-même. Ben, je me suis nourri de cette infréquentabilité. Oui, j'y suis allé. Je te montre l'autre extrait, troisième extrait qu'il a dit dans l'émission. Dieudo, je l'ai connu, il vendait des bagnoles, c'était un commercial. Donc parfois j'ai l'impression qu'il continue, quoi. Il surfe sur le truc qui marche bien. Je pense, hein, je suis pas dans sa tête, mais est-ce qu'il est réellement... Est-ce qu'il pense réellement ce qu'il dit? Je sais pas, il faut lui poser la question. Mais vous n'aurez jamais de réponse, hein. Il nous répondra pas à ça? Non, rien Je n'est... sais même pas s'il fait des interviews. Rien n'est ou quoi, clair d'ailleurs. avec lui. Ah ouais? Je dis ça sans mauvais jeu de mots. Élie, Rien n'est clair. Non, mais c'est pas net, quoi. C'est toujours... c'est pas net. J'aimerais qu'un jour, il soit absolument sincère. Et c'est ce que je lui avais demandé quand je lui ai proposé de faire ses excuses. Et je lui ai dit, il faut vraiment que tu ailles chercher au fond de toi, quoi. Mais ça marche pas comme ça. Mais bon, c'est Que dommage. ça soit sincère. Je sais pas quand il est sincère, en fait. Voilà. Il sait pas quand t'es sincère, en gros. C'est Ben, le sujet de cet extrait. Ouais, c'est ça, la sincérité. Est-ce qu'Élie est quelqu'un de sincère? Moi, je lui ai jamais parlé mal de lui, jamais. Il a fait je ne sais combien d'émissions où il m'a craché dessus. Moi, je ne l'ai jamais fait. Est-ce que c'est un mec sincère qui parle, là? J'ai pas de leçon à donner à Élie et je n'ai pas de leçon à recevoir de lui. On est des potes d'enfance, donc quand on va se retrouver, on va se rappeler de tous les moments, les trucs, les galères, voilà, et on va se retrouver. Mais quand il est devant une caméra de télé, est-ce que ce mec-là, il est sincère? Alors qu'il dépend entièrement d'un système, puisque son talent ne lui permet plus, contrairement à ce que tu es en train de me dire, que Ducobus, c'est pas terrible. Arrête, t'es dur avec lui, là. Tu sais bien que Oui, c'est je pas suis vrai. un peu dur. C'est-à-dire... Parce que t'es vexé et vous vous expliquez un peu mal, mais si tu t'es associé à un moment donné avec lui, Oui. c'est que tu le trouvais bon. Ben oui. Mais lui, il te trouvait bon aussi. Mais oui, mais on Parce était que je sur pense scène. que vous êtes tous les deux très drôles Mais quand parce vous qu'on êtes était sur scène ensemble. Parce Mais qu'on oui. était sur scène. Non, mais je pense que vous avez tous les deux des qualités. Non, mais moi, j'ai incroyables sur continué à scène. faire ce métier. Lui, il a changé. Je veux dire, moi, c'est pas ce métier-là que j'ai fait. J'ai jamais fait aucune pub de ma vie. Bon, c'est vrai que la marque qui voulait s'associer à moi, franchement, à part, je sais pas, du désherbant ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est vrai que Élie, il sait pas où il en est. Il sait plus où il en est. Le Élie qui a démarré et qui a eu un succès, qui a rempli les salles, il sait plus où il en est. Et ce qui l'a fait connaître, Élie, c'est ce travail devant les gens. Et franchement, personne ne peut tricher. C'est Bedos qui le disait bien. C'est qu'il y a vraiment les gens qui sont de scène, puis il y a les autres. Il y a les gens dans les médias, les gens qui... Tu sais, tenir une scène pendant 1h30, comme ça, tu peux pas... Tous tes modèles, là, quand on parle de télévision ou du mainstream, c'est des mecs qui ne peuvent pas tenir une seconde. Je suis pas de modèle. moi. Tout est faux. Non, mais on parlait de modèles oui. tout à l'heure, c'est peut-être moi qui le disais. Mais pour moi, on est en première division quand on fait du spectacle et du one-man show. T'as même pas un orchestre pour t'aider, quoi. C'est Nougaro qui me disait, putain,
comment vous faites pour tenir en haleine les gens? C'est un vrai travail, c'est un vrai boulot, et c'est vraiment pas facile. Et Elie, on a commencé dans ce travail-là. Et après, il a lâché pour aller faire du cinéma. C'est pour aller jouer en 2e division. Parce que le cinéma, franchement, c'est-à-dire, tu refais 20 fois la prise, tu fais... Ça, c'est pas la même exigence. Il y a des gens qui jouent mal aussi, quand même. Où ça, au cinéma? Ouais, il y a des bons et des mauvais comédiens. C'est pas un métier si facile que ça. Hein. T'as des grands acteurs, quand même. C'est vrai. En fait, les grands acteurs, ils disent, l'art, c'est de trouver une bonne chaise pour attendre et être prêt au moment où... Mais c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire, mais je vois ce que tu veux dire, mais crois-moi, tu peux être mauvais et apparaître comme des grands bon. acteurs en France, quand même, un Jean Reno, il va envoyer... Après, on n'aime pas, chacun ses trucs, mais on a quand même des grands comédiens français. Oui, mais bon, moi, je suis plus... je viens d'un milieu, c'est le monde du théâtre. Tu peux pas tricher. Ouais. Tu peux pas monter, tu peux pas couper, tu peux pas lever la voix, tu peux pas... Non, ça marche pas, tu dégages. Et on a commencé avec Elie sur des scènes ouvertes, et il y avait plein de gens qui étaient à côté de nous. Et il y avait Danny Boone, d'ailleurs, il y avait Elie Kakou, il y avait Artus de Penguerd, il y en avait plein d'autres, et il y en a quelques-uns qui ont réussi, puis des autres, c'est fini. Mais quand il disait... Enfin, c'est pas vrai, il y en a qui sont devenus profs de théâtre, plein de choses. C'est pas, je veux dire, réussir, c'est quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, on avait un objectif avec Elie, c'était d'être sur scène et d'être au niveau d'un Coluche. C'était notre objectif. C'est pour ça que je suis déçu de le voir. C'est plus de la déception que de la critique. Oui, bien sûr. Déception. Ouais. Quand il disait que tu n'étais pas clair tout à l'heure, on a fait une petite pause pipi 2 secondes pour l'émission, qui ne se verra pas au montage évidemment, et tu vois, justement quelqu'un hors antenne t'a dit, tiens, c'était pas très clair tout à l'heure sur Forisson. Alors ça c'est intéressant. Sur la loi, et pour vous dire, il y a eu un débat hors antenne, mais pour être totalement honnête, et c'est important. J'ai pas été clair dans ma dénonciation au niveau des chambres à gaz. De ton avis à toi, parce que j'ai dit que les chambres à gaz, ça n'est pas l'histoire, c'est la loi. Et ça... On m'a dit, ouais, mais toi, en tant qu'humain... Non, mais c'est important. Parce que la loi, c'est un bracelet électronique. Tu peux me parler de loi. Bah, c'est pour ça que je parlais... T'es souvent de l'autre côté, la limite, sur la loi. Et tu vas pas me dire que tu roules tout le temps à 130 sur l'autoroute. Tout le monde dépasse la loi. Là, on te demande ton avis d'homme. Ton avis de... Mais d'homme, tu vois, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que mon avis d'homme, on va dire ma sensibilité, ça serait de dire que, bien sûr, je crois... Alors, je crois parce que j'ai été à Auschwitz, moi. Je crois dans les chambres à gaz parce que je les ai vus. Je les ai vus. Mais tu vois, par exemple, ça. Tu as visité la chambre à gaz à Auschwitz? Oui. Bon. T'as vu que c'est marqué qu'elle a été reconstruite. Parce mais on a vu celle détruite aussi. Enfin, oui, il y en a non, mais c'est important de savoir. Celle que tu visites, elle a été reconstruite. Donc, non, mais c'est intéressant. Elle n'est pas vraie. Bon. Après, tu vas voir l'autre qui est au bout, là. C'est une ancienne qui avait été détruite et qui a été reconstruite pour montrer... à quoi ça ressemblait, en gros. Ouais. C'est une ancienne soute à munitions qui a servi, pour être très précis, parce que je me quelques petits souvenirs... Ah ouais, il faut être très précis sur ce sujet. C'est une soute à munitions et qui a servi de four crématoire à côté et de chambre à gaz. Et donc, ils ont reconstruit cet endroit-là qui avait été démonté, puis ils en ont fait d'autres loin. Ils ont fait sauter en partant, les nazis. Quand ils se sont enfuis du camp, quand ils voyaient qu'ils perdaient, ils ont essayé de détruire... Donc c'est intéressant, sur ce sujet-là, de dire que les chambres à gaz qui ont existé, on ne peut plus les voir. C'est une réalité. Mais par contre... Tu vois les briques par terre. Il y a des briques par terre. Voilà. Et des bouts de fer. Voilà. Et, voilà. Et donc là, moi, je l'ai vu. Et donc, on t'explique que les gens rentraient, 600 personnes à peu près. Tu as fait la visite avec le casque, là? Non, j'ai fait avec un historien pour le reportage. Mais... Donc moi, j'ai fait avec le casque. Elle expliquait, la personne. Et puis, les gens posaient des questions. Parce que c'est tellement incroyable, ce qui s'est passé, que c'est quand même normal de se dire, putain, mais comment ils ont fait? Et voilà, et c'est toutes les questions de Robert Forisson. Maintenant, moi, j'ai fait le même parcours que toi, j'ai vu les choses, voilà, je les ai vues. Mais c'est comme si demain, tu me disais, au Rwanda, il y a un mémorial, si on pouvait faire un reportage dessus, on ira. Oui, mais tu vois, au Rwanda, si tu me dis au Rwanda, par exemple... bon, beaucoup ont été tués à la machette, mais à un moment donné, il y en a qui ont été tués autrement. Si quelqu'un me dit non, moi j'y crois pas, je dirais voyons. Mais en tout cas, ils ont été tués. Mais voyons comment c'est. Tu vois, ça me dérangerait pas. Non, mais il y a plein de Rwandais qui seraient pas contents si on disait non, c'est pas très vrai.
Tu vois, et ça sera Oui, juste oui, le titre. oui, oui. Non, mais Non, c'est non. juste Oui. c'est là non, où mais- il voulait dire. C'est juste pour finir sur Oui, Ellie. oui, Il oui. reste un extrait, je sais que tu dois partir dans 5 minutes à D'accord. cause du bracelet. Je te montre le dernier extrait, il dure 30 secondes, et après tu pourras comme ça réagir sur tout. À une époque, il s'amusait à me casser et à dire que le concept des petites annonces, c'était lui qui l'avait trouvé. Donc je sais pas, en général, je sais pas, en fait, comme je te disais, je sais jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, je sais jamais ce qu'il pense vraiment, donc je sais pas, il me le dira jamais qu'il a... Mais c'est de sa faute, hein, si j'ai fait les petites annonces, il avait qu'à pas me quitter. J'ai trouvé l'idée avec Franck, puis voilà. Avec Franck. Et c'est vrai que c'était une formidable idée. Alors, ça, c'est facile. C'est facile à démontrer. Ellie ment. Il ment. Puisque France Télévisions m'a fait un procès, puisqu'il a signé avec Sony Music, ou je ne sais plus qui, pour faire les petites annonces. Et moi, j'ai dit, parce que c'était moi le producteur, effectivement, du duo, et donc France Télévisions a dit, les petites annonces d'Ellie et Dieudonné, c'est pour France Télévisions. J'ai dit, écoutez, le problème, c'est que Ellie est parti. Voilà, il a décidé de faire ça avec Sony Music. Et donc, là, il ne parle pas de France Télévisions. Il ne parle pas de ce procès, de cette... Et puis finalement, France Télévisions a abandonné. Ils ont dit, bon. Donc on ne fait pas... Ils n'ont pas fait la procédure. Mais autrement, on se serait retrouvé devant un tribunal et Ellie aurait dû expliquer, mais alors pourquoi vous aviez signé avec France Télévisions les petites annonces d'Ellie et Dieudonné. Il reste 3 minutes. Avant que tu doives partir pour le bracelet électronique, dans ton droit de réponse, mais est-ce que tu aimerais, j'espère que tu as eu le temps de parler, voilà, est-ce que tu es d'accord qu'on essaie de l'appeler? Allez. Je suis pas sûr qu'il réponde, je sais qu'il est en tournage, je lui ai demandé ce matin. D'accord. Il m'a dit, écoute, je suis en tournage, je suis pas sûr de pouvoir, etc., mais ça coûte rien, on tente et on verra si ça marche. Et si ça marche, je te le passe. Vous n'êtes pas parlé depuis... Bah, ça fait un bout de temps. Ah si. Bonjour. Ah, c'est... Je ne suis pas Ellie. Non, mais je... Ah, voilà, il a changé. je me suis trompé de numéro. Il est... J'essaie de vous le chercher. Ah, et, il est sur le je sais tournage. pas si vous- Oui, voilà, et il est là, mais je crois qu'il va tourner. Tournage de quoi? Ah, bon, bah s'il a 10 secondes, je pense que... Ah, bonjour Ellie, ça va? Bonjour, ça va. Je suis en tournage, donc... Ah bon, excuse-moi, je te prends 30 secondes. En fait, il y a eu un droit de réponse dans l'émission avec Dieudonné, je l'aurais trouvé ça sympa. Est-ce que je peux te le Avec passer? qui C'est qui Il est en face de moi. Dieudonné. Vas-y, passe-le-moi, alors. Vas-y, je te le passe, 30 secondes. Ah, merde! Ah, Dieudonné. Ah, putain. Putain. Tiens, t'es parti en t'es vieux, mon vieux. Oh la vache. Quand je vois tous ces poils blancs, tous ces trucs, t'es vraiment immonde. C'est pas un coup de pelle qui Atroce. c'est tous les outils du jardin. Putain, c'est fou. Eh, je t'ai répondu, j'ai été obligé de dire la vérité, hein. Oui, bah je m'en doute, mais ça te plaît, ça. Hein. T'aimes bien, hein. Ben, je Dire des préfère. conneries, hein. Non, mais non, les conneries. Non, c'est toi qui a dit des conneries, Ellie. Ah, bah oui. Non, mais nom de Dieu. Enfin. T'as vu que, Diodo, t'as vu que l'antisémitisme est à la mode en ce moment, donc t'es complètement à côté de la plaque. Ouais, mais enfin, fais gaffe, toi aussi, tu risques d'être poursuivi par la CPI si tu continues. Parce que il y a plein de gens qui sont pas antisémites, mais qui dénoncent ce qui se passe à Gaza, Ellie. Faut pas faire, pas d'amalgame, attention. Ah, Diodo, je te préfère quand t'es drôle. Hein. Ben, moi aussi. Mais bon, ça fait longtemps que tu m'as pas fait rire. Mais en tout cas, je te fais une bise. Ouais, petit salopard. Bon, tu sais. Allez, Oui. ouais, je t'emmerde. Enfin, je t'embrasse. Ouais, je t'encule. Salopard. Allez, à bientôt. Ben, appelle-moi. D'accord, bah oui, mais t'as changé de numéro, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben ouais, parce que j'ai été menacé de mort. Bah oui, j'ai appelé police secours, mais ils ont pas encore ton numéro. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Bon. Allez, je t'embrasse. Salut. On a fait les cons quand on était jeunes, tiens. Connard, il y en a un des deux qui a pas changé, puis il y en a un des deux qui a grossi, mais enfin bon. Ouais, parce que t'as pas vu ta gueule. On voit bien que t'as 70 ans. Tu bouges comme si tu fais... Hé, arrête tes conneries. Il y a tout un système de poulies. Allez, je t'embrasse. Bise. Allez, je t'emmerde. Salut.
Ah ouais, c'est mi-drôle, Mais si, ça va, ça va. Non, mais là, je lui ai donné des réponses. Mais bon, un ami d'enfance, ça reste un ami d'enfance. Qu'est-ce que tu veux faire? On était jeunes, on a eu des rêves communs, on a rêvé ensemble et ça reste. C'est un droit de réponse en vidéo et en, Ben ouais, c'est en super. FaceTime. Ben super, ben je te remercie. Tu l'avais demandé, tu l'avais C'était eu. l'occasion de l'avoir et puis c'est très bien. Alors ça n'empêche que j'ai bien répondu. Là, il aura peut-être à répondre dans d'autres médias sur cette histoire de petites annonces. Hein. Non, mais les petites annonces, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment un problème parce que il ment. Il est 16h54. Au tournage, tu dois partir vite, je crois. Ouais, 5 minutes, c'est bon. Mais en tout cas, merci. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur ton réponse? Non, mais je pense que j'ai apprécié le ton, si tu veux, et l'idée de rechercher une certaine justice. Bon, moi, je me suis amusé à être dans la provocation pendant un certain temps. Aujourd'hui, je suis plus dans l'âge de la transmission. Il y a plein de jeunes humoristes, donc je suis sur scène avec Jamel Kaïbou dans toute la France. On fait rire la France entière. C'est incroyable. En plus, le parcours de ce mec-là, il a été flic pendant un certain temps. Il a été dans l'armée. On se retrouve aujourd'hui à faire rire les Français. Mon idée, c'est de transmettre un petit peu mon expérience et mon savoir-faire. Bon, j'ai peut-être eu raison avant certains un peu trop tôt. Quand je dis raison, c'est de toucher les sujets qui, après, avec le temps, sont en fait les sujets d'actualité. Parfois, je l'ai fait avec trop d'outrance, et là, je m'en suis excusé. Et puis aujourd'hui, je sais, en regardant ce que j'ai fait, putain, j'ai fait avancer mon petit segment de l'humour et j'ai fait rire beaucoup de gens. Donc ça, je suis très satisfait du travail que j'ai fait. Puis maintenant, je vais le transmettre à d'autres. Et puis après, j'y partirai à la retraite quand j'aurai pu mon bracelet. Là, tu l'as pour combien de temps? Normalement, c'est 1 an. Ouais, 1 an, à peu près. Merci en tout cas. J'espère que voilà, tu m'as envoyé un message pour ton droit de réponse et que tu es satisfait. Merci, moi j'ai trouvé ça très bien. C'était le but. J'ai pas pu parler de tout. Parce que je disais, on a 41 fiches, j'en ai fait 4. Je sais même pas, parce qu'en fait, on a parlé. J'ai essayé de t'écouter, essayé de comprendre. J'ai essayé de réagir avec des sujets, mais j'ai pas pu aborder plein de trucs qui étaient intéressants aussi. Voilà, on retiendra ta réponse à Élie, le coup de fil. Ouais. Et bon, j'aurais bien aimé qu'on explore d'autres sujets, avoir ton opinion sincère. Tu t'es excusé, j'espère que c'était sincère aussi. On a laissé tout l'espace pour ça, en tout cas. Ouais. Merci à toi. Non, écoute, merci. J'ai trouvé les questions intéressantes. Puis c'est vrai que on est sorti un peu de ton cadre, mais c'est ça aussi le spectacle vivant de la vie. C'est-à-dire que parfois, on projette un truc, puis en fait, il se passe quelque chose. Et c'est ce qui rend les choses vivantes. Peut-être un jour un spectacle avec Élie? Oui, c'est possible. Moi, je suis... Bon, déjà, c'est plus non, tu vois, depuis le coup de fil. Ouais. Non, mais je vois qu'il est... mais il est encore quand même sur des... chialer, sur des trucs... en faire semblant que les gens sont antisémites, c'est fatigant. Les étudiants aujourd'hui en France, tu sais très bien, toi comme moi, ils sont pas antisémites. La France n'est pas un pays antisémite. Enfin, c'est pas parce que les gens soutiennent la Palestine que donc il faut arrêter avec ça. Puis il y a plein de juifs aujourd'hui qui en ont marre et avec qui je parle et qui disent ouais c'est bon, nous on est français avant toute chose. Et puis donc je pense que c'est il est encore un peu coincé, mais c'était intéressant et je te remercie de me l'avoir passé. Merci beaucoup. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches. C'était le droit de réponse de Dieudonné sur les propos d'Elie Semoun dans l'émission qu'on a diffusée il y a quelques semaines. Je vous embrasse tous et à bientôt.